Ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. C'est plus de 300 personnes qui se sont inscrites au webinaire d'aujourd'hui. Donc, il reste encore quelques personnes à arriver. On va espérer qu'ils vont se joindre à nous rapidement. En fait, aujourd'hui, le webinaire s'inscrit dans le cadre du programme de la piétonisation des artères commerciales. Mais avant tout, je pense qu'il faut bien positionner les choses. Il s'inscrit d'abord dans l'agenda montréalais 2030 pour la qualité en design et en architecture. C'est notre volonté, évidemment, de faire en sorte qu'on puisse introduire la qualité dans l'ensemble de nos projets. Que vous soyez ici designer, porteur de projets des SDC ou encore des arrondissements, je pense que vous êtes tous convaincus de la même chose que nous, que la qualité du design dans les aménagements contribue à la vitalité économique et sur les artères commerciales, bien entendu, mais surtout à la qualité de vie de notre communauté. Alors, puis je suis certaine que vous partagez ces principes-là avec nous au quotidien dans vos fonctions. Depuis les 2 dernières années, dans le cadre du programme de la piétonisation, le bureau de design s'est impliqué justement pour faire en sorte qu'on puisse accompagner les projets dans cette perspective-là d'introduire et d'augmenter la qualité dans nos aménagements. Donc, la contribution par de l'accompagnement avec les designers qui a été proposée, mais aussi les observatoires qui nous ont permis d'apprendre les comportements des individus face aux aménagements qui sont mis en place, face évidemment l'expérience qu'ils peuvent en retirer. Donc, le partage de ces leçons-là nous ont permis aujourd'hui, et c'est ce qui va vous être partagé dans le cadre du webinaire aujourd'hui, d'identifier les enjeux qui sont ressortis de tout ça. Alors, c'est important de faire cet exercice-là. Je pense que ça donne tout le mérite aussi au travail que vous faites, d'être capable de prendre un pas de recul et de regarder justement comment on peut encore plus bonifier les choses et de faire en sorte qu'on atteigne des objectifs encore plus importants en termes de qualité de nos aménagements. Donc, j'espère que vous allez profiter aujourd'hui du webinaire dans cette perspective-là, de vouloir poursuivre les concepts d'aménagement avec nous de façon à ce qu'on soit exemplaire puis que ça fasse notre renommée, comme ça le fait déjà la renommée de Montréal en termes de rayonnement pour la qualité de notre design. Donc, très contente de vous avoir avec nous. Et merci Patrick et tout le bureau de design pour l'organisation de l'événement d'aujourd'hui. Je pense que ce partage-là et d'autres partages sont essentiels justement pour qu'on puisse aller plus loin tous ensemble. Donc, bon webinaire à tous. Merci beaucoup Véronique. C'est très apprécié de ta présence. Donc, notre intention aujourd'hui, c'est vraiment d'être inspirationnel, là, de vous inspirer. Vous êtes un groupe assez varié qui est autant de la ville que de l'extérieur. Donc, comme on l'a mentionné, on va ressortir, en fait, on ressort un peu nos constats des dernières années, sauf qu'on ne voulait pas pointer vers les projets de la ville, dire ceux qui étaient réussis ou ceux qui n'étaient pas réussis, mais plutôt au contraire vous inspirer à partir d'exemples de cas internationaux, mais qui ont été sélectionnés à partir des enjeux, des préoccupations, des aspirations qu'on avait et qu'on identifiait dans les 2 dernières années. Pour faire ce travail-là, en fait, on s'est allié à Alice Covata, qui est professeure adjointe à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Donc, ça le plaisir de vous présenter Alice, là, qui va faire la présentation aujourd'hui. La présentation, on vise qu'elle soit d'autour d'une demi-heure, 45 minutes. Je pense qu'il y aura une petite période de questions-réponses ou d'échanges après, qui nous font plaisir là, d'être disponible avec vous. On est conscient qu'on ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions. On vous incite pendant la présentation à utiliser le clavardage si vous avez des questions, des commentaires. Si on ne peut pas y répondre dans la période de questions, ça nous fera plaisir. Là, on essaiera de voir comment on peut faire un suivi par la suite pour répondre aux questions de tous. On est conscient aussi qu'il y a peut-être des besoins, qui vont être des questions plus techniques. Comme on est plus dans l'inspiration aujourd'hui, on n'ira pas dans tous les détails techniques des aménagements temporaires transitoires. Ça aussi, on verra si vous avez des questions de les inscrire dans le clavardage, puis on verra comment on peut y répondre. Donc, je vais vous présenter notre invitée d'aujourd'hui, Alice Covata, comme je mentionnais, qui est professeure adjointe à l'École d'architecture de l'Université de Montréal. Elle s'intéresse principalement à l'interdépendance entre aménagement de l'espace public urbain dans des villes denses, puis particulièrement dans un souci de santé des usagers. Tous ces travaux ont contribué à améliorer la connaissance de l'aménagement des paysages urbains en étant orienté vers la promotion des valeurs sociales, la santé et toujours autour de l'espace public.
Elle détient un doctorat en architecture et en design urbain de l'Université du Dini et œuvre à titre de chercheuse et a œuvré à titre de chercheuse à l'Université de Keio à Tokyo de 2016 à 2019. En 2018, elle fonde avec des associés sa propre agence avec laquelle elle a remporté le concours européen portant sur le réaménagement urbain de la ville de Neu-Ulm. Ses œuvres ont été exposées, entre autres, à la Biennale de Venise, au Musée Maxi à Rome, et elle a aussi contribué, je suis content de le dire, au jury du concours d'idées de la rue Notre-Dame à la Chine l'année dernière, là, concours piloté par le bureau de design et l'arrondissement de la Chine. Donc, Alice, je te laisse la parole pour la présentation d'aujourd'hui. Merci. Bonjour à tout le monde. Merci Véronique Duché et Patrick Marmer pour la présentation et l'invitation d'aujourd'hui. Donc, je vous partage mon écran pour aller tout de suite à la présentation. Est-ce que vous voyez, j'espère, mon écran? Donc, avec cette présentation, nous allons un peu explorer des bonnes pratiques desquelles s'inspirer pour accroître la qualité de l'aménagement temporaire et transitoire des espaces publics. Et j'ai pensé de structurer la présentation en deux parties. Donc, nous commencerons à nous familiariser avec les principaux enjeux à considérer dans un projet de piétonisation temporaire, suivi par une présentation des pratiques un peu exemplaires qui favorisent la qualité et la durabilité des aménagements et de ces installations. Et aussi, je pensais qu'ils sont en train un peu de proposer des différentes pistes et solutions aux principaux enjeux urbains que je viens de vous annoncer. Donc, on commence avec les enjeux urbains qui sont un peu basés sur des constats et des analyses et des études d'évaluation faites précédemment par les bureaux de design et publiés, comme vous le savez, dans 3 dossiers sur l'évaluation en design de l'aménagement des rues piétonnières. Donc, je vous présente aujourd'hui 4 enjeux un peu les plus importants à retenir, ainsi un peu que les thématiques récurrentes identifiées par rapport à l'observatoire des bureaux de design. Ces 4 enjeux, on peut les considérer un peu comme des grandes macro-catégories avec une complexité très articulée et où différents critères déterminent leur qualité. Donc, aujourd'hui, on fait un point sur les enjeux et on commence avec le premier enjeu, qui est l'enjeu de cohérence et lisibilité. Donc, il était démontré dans les études précédentes que l'identité visuelle a la capacité d'amplifier une identité propre au lieu et aussi pour assurer l'intégration de l'intervention temporaire au site existant choisi, il faut développer une stratégie visuelle un mandat de conception est octroyé. Donc, c'est quelque chose qu'il faut développer un peu tout de suite. Et je pense que c'est très important de se demander comment donner une trame narrative unificatrice à l'artère. Et on peut aussi développer une identité à travers les différentes échelles d'intervention du projet. Donc, on pourrait partir de l'échelle de la ville jusqu'à l'échelle des détails de construction et tenir un sens de cohérence et d'identité visuelle unitaire. Et nous verrons en fait dans la suite comment quelques exemples appliquent cette méthode un peu multi-échelle. Un autre critère qui est à la base de la cohérence et de la lisibilité est surtout la compréhension de la programmation et aussi organisation spatiale de l'espace qui doit être pensé par tous les types des usagers.
Un deuxième enjeu qu'on a reporté, c'est l'enjeu de flexibilité, modularité et durabilité de l'aménagement temporel. Donc, on pourrait penser comme les nouveaux projets à concevoir pourraient penser à la flexibilité et modularité de mobilier urbain avec un potentiel de réutilisation ou mutualisation, donc qui peuvent aussi être rangés et stockés facilement sans prendre beaucoup de place. Et aussi comme peuvent utiliser des matériaux faciles d'entretien, résistants au vandalisme et résistants à l'usure et aux intempéries. Et dans une optique de durabilité, les nouveaux projets, en fait, pourraient avoir pour base certains éléments qui s'étaient déjà utilisés dans des installations précédentes, peut-être de l'année précédente. Donc, une mutualisation des matériaux. Un troisième enjeu, c'est l'enjeu de confort et comment pouvons-nous réfléchir à l'amélioration du confort psychologique par le développement d'un sentiment de sécurité et inclusion qui considère bien sûr tous les types des usagers. Et au même côté, l'enjeu de confort touche bien sûr un confort physique, à la fois ergonomique et thermique, qu'il est surtout très important de se souvenir dans les installations pendant l'été des problèmes liés au îlot de chaleur. Le quatrième point, et le dernier, c'est une réflexion sur les enjeux de délimitation et cohabitation des différents modes de transport. Donc, une réflexion sur la signalétique, l'accès et la circulation au niveau des intersections et comment on peut en fait délimiter avec différents types de barrières les piétons et la mobilité douce. Et en fait, dans la suite, surtout, comment on peut identifier les critères de sélection de cette barrière. Je rentre dans la partie dédiée aux pratiques exemplaires qui proposent différentes pistes et solutions de qualité aux principaux enjeux urbains que je viens d'énoncer. Ce sont tous des cas un peu pris partout par le monde. Et on commence avec un projet récemment réalisé à Barcelone qui transforme un carrefour véhiculaire en une place animée. Et c'est un espace partagé qui privilège les piétons sur la voiture. Ici, vous voyez les concepts dans cette animation graphique qui c'est assez intéressant parce que c'est un concept avec une approche multiscalaire pour donner une identité forte à l'ensemble du projet. Donc, ici, vous voyez un peu la structure urbaine de Barcelone qui est assez emblématique dans le sens qu'il y a plusieurs blocs urbains et les intersections de Barcelone qui donnent une forme octagonale, très typique et très unique de la ville. Cette même morphologie urbaine est réduite à l'échelle urbaine, de l'échelle urbaine à l'échelle humaine, créant, comme vous voyez au côté droit, un module qui peuvent accueillir un large éventail d'installations et d'activités, tout en tenant la même forme symbolique de Barcelone. Vous voyez ici une sorte d'inventoire au catalogue des différentes applications du même module, donc une sorte de modularité qui est tout conçu au début du projet. Et le module, à la fois, peut devenir une sorte de cage métallique ou à la fois peut être utilisé avec un mobilier en bois un peu plus traditionnel. Ici, on voit comment le module octagonal est placé sur une grille qui organise l'espace public de manière claire et lisible. Donc, respectant vraiment les enjeux de lisibilité et cohérence dans toute l'échelle. Et aussi, cette grille peut grandir dans l'espace et dans les temps. Vous voyez ici, effectivement, là, comme se déploie dans les temps. Et comment, en fait,
nouveaux éléments, nouveaux modules sont ajoutés chaque semaine. Les projets créent différentes configurations et mélangeant les mêmes modules sur la grille pour s'adapter aux événements de la ville ou à l'utilisation du sol et des bâtiments. Ici, vous voyez la première semaine, par exemple, les modules deviennent un abri avec une hamac. Et vous voyez aussi un peu la structure un peu plus en détail, qui est faite d'un acier modulable et qui peut être facilement rangé et stocké sans prendre beaucoup de place. Et aussi qui peut être transporté et réutilisé l'année suivante dans des autres endroits de la ville. La deuxième semaine, le même module devient une bibliothèque publique ouverte et où la petite bibliothèque elle est suspendue à cette structure d'échafaudage. Et c'est intéressant de comprendre en fait comment les modules est conçu pour les familles avec un design qui considère l'auteur des enfants. Dans la troisième semaine, on retrouve des aspects plus ludiques qui aussi explorent des différents types de confort ergonomiques grâce à plusieurs types de sièges. Et encore une fois, on voit comme la structure suspend toutes les fournitures, tous les mobiliers urbains. On trouve aussi du gazon synthétique qui peut donner une sorte d'impression, un peu du feeling de nature dans un contexte très dense comme le contexte de Barcelone. Et par rapport à les enjeux de délimitation et de cohabitation des modes de transport, dans ce projet, les modules octagonaux se déploient comme une grille, une sorte de grille fictive, pour connecter et unifier les espaces véhiculaires et piétonniers. Vous voyez un peu ici le déploiement de cette grille dans l'intersection octagonale. Et aussi très intéressant de ce projet, la stratégie pour marquer les limites entre les zones piétonnes et automobiles dans le sol. Vous voyez dans les diagrammes sur la dimension des octagones, en fait, en fonction de la taille de l'octagone, les piétons peuvent comprendre s'il est plus ou moins proche de la limite. Donc, s'il est plus ou moins en danger. Plus l'octagone est petit, plus est proche à des voitures. Donc, cette grille et cette modularité de la grille est conçue aussi pour aider les piétons à se déplacer et naviguer dans les espaces publics en sécurité, tout comprenant cette linguage signalétique du sol. Ici, on voit un peu une image où on comprend un peu la signalétique et la délimitation entre les différentes mobilités. Vous voyez un peu la mobilité douce qui est délimitée par cette signalétique au sol. Et aussi dans cette image, on peut voir la vision globale du projet où certaines installations modulaires sont un peu plus densifiées pour profiter de l'ombre protégée par des arbres existantes et pour offrir un peu un lieu protégé par l'abri. Et aussi, je pense que c'est intéressant en fait de réfléchir comme dans cet exemple, on peut maximiser des caractéristiques naturelles du site existant. Nous entrons dans un deuxième projet qui est toujours à Barcelone, qui est un cas intéressant et en même temps complémentaire au premier. C'est une deuxième intervention d'aménagement temporaire dans un contexte similaire au premier, donc qui présente la même structure morphologique typique de Barcelone, mais qui de nouveau transforme une intersection véhiculaire en place animée, mais ici par contre avec du mobilier plus standard et traditionnel que les précédentes. Ici, on voit une axonométrie du projet qui illustre les langages graphiques qui étaient utilisés, la signalétique et la carte de couleurs qui suivent de nouveau une sorte de modularité. Dans ce cas ici, le module est défini par une sorte de maillage, une sorte de mèche triangulaire
qui peut être extensible dans l'espace. Et celui aussi sert sorte de guide et de référence pour la mise en place du mobilier urbain et pour sa distribution dans la place. On trouve de nouveau une stratégie assez intéressante comme le premier cas et pour marquer les limites et la cohabitation des différents modes de transport dans le sol. Donc, vous voyez ici les diagrammes, surtout, je me réfère à les diagrammes à droite au bas de la diapo, où on voit comme la maille change de langage et on voit comme s'intensifie en jaune, où elle est piétonnière et devient un peu plus légère, où on a la piste cyclable et encore un peu plus raréfiée pour la mobilité dans le cas du Barcelone mobilité électrique. Si on met les deux exemples de cohabitation des modes de transport côté à côté, vous pouvez bien voir un peu les deux exemples qui montrent, qui représentent la même forme urbaine et une même stratégie de délimitation au sol, mais qui s'applique avec un langage graphique différent. Mais l'objectif de déterminer différentes zones de sécurité pour les piétons et pour délimiter leur navigation tout en sécurité avec une mobilité douce à côté. Ici, on a l'image des projets dans lesquels vous pouvez voir l'intersection entre une piste cyclable et une piste de mobilité douce et un passage piéton avec le même style graphique, un peu du mèche triangulaire jaune qui s'intensifie, où c'est en fait la zone sécurité pour les piétons pour traverser l'espace. Dans le troisième cas que je vous montre, on est à Beyrouth, dans le Liban, et ce projet, un peu comme les premiers projets, vise à activer un espace public et à le transformer en une expérience vivante en créant une sorte de salon public extérieur où les gens sont invités à s'asseoir, lire, travailler. Donc, un peu comme les premières études des cas, il y a un projet qui utilise une structure à échafaudage qui a l'avantage qu'il peut être déplacé dans différents espaces de la ville, qui peut évoluer et s'adapter très facilement à les conditions urbaines. Et peut toujours aussi proposer de nouvelles types de configurations. Donc, on peut voir comme un peu la conception d'un projet avec une structure flottante donne la liberté de migrer dans plusieurs contextes urbains de la ville. Les projets suivent la grille de la rue Pétot déjà tracée, donc et reprendre la même structure et la même identité visuelle présente dans la rue existante. Mais la structure modulaire d'échafaudage installée formant une sorte d'extrusion tridimensionnelle de l'espace public et créant des cadres qui peuvent accueillir différentes installations et activités toujours suspendues. Vous voyez ici dans cette animation comme l'élément modulable est conçu pour s'adapter en simplicité aux différents programmes et comme en fait cet module peut être également réutilisé les années suivantes avec aussi des nouveaux programmes qui peuvent être repensés différemment pour chaque année. On voit ici de nouveau comme la modularité, excusez-moi, la modularité extensible dans les temps de ce projet se déploie dans les temps. Et si dans les premières études des cas, on a eu une sorte de croissance des mobiliers urbains
qui un peu crée une sorte de densification dans la place. Ici, nous avons une croissance plutôt linéaire qui suit l'essence de la rue. Donc, je pense que cette réalisation pensée par étapes peut aider à la réalisation d'une piétonisation qui ne se fait pas tout immédiatement. Et cela pourrait avoir davantage, en fait, pour soulager un peu la charge de travail pendant les périodes de construction. Mais cette même structure, peut-être qui est pensée pour chaque semaine, on pourrait la réfléchir de façon un peu plus attendue dans les temps, donc que ce soit pas toutes les semaines que ça peut être compliqué et donner de nouveau de stress, mais ce système modulaire peut en fait être envisagé dans des différents changements de temps et peut être davantage un peu repensé pour chaque projet de façon différente. On voit ici de nouveau comme chaque semaine, les modules sont ajoutés, invitant les gens à visiter fréquemment l'espace et à découvrir de nouvelles installations. Donc aussi, cette stratégie est très intéressante parce qu'elle donne une sorte de sentiment d'affection au lieu. Donc, les gens est invité à retourner, à découvrir et à explorer les variations de l'aménagement temporel. On trouve de nouveau comme l'utilisation du gazon synthétique, si repensé d'une façon comme matériau co-responsable, peut donner une impression de nature dans un contexte très artificiel. On retrouve de nouveau un modèle bibliothèque et on comprend bien comme la structure métallique a une sorte de potentiel d'être réutilisée et un potentiel de recyclage dans une optique de durabilité de cette intervention temporelle. Les nouveaux projets, en fait, pourraient être conçus prenant comme base des projets et des éléments des installations précédentes. On voit ici comme la petite bibliothèque devient aussi l'espace pour des événements hebdomadaires en plein air qui sont organisés où les enfants sont initiés à utiliser davantage l'espace public tout en profitant de l'environnement extérieur. Et cette modularité, la structure et les gazons peuvent aussi donner une sorte de confort psychologique où la délimitation au sol et la délimitation de l'espace suspendu peut donner en fait cette sorte d'inclusion pour utiliser aussi, par exemple, dans ce côté de coussin pour s'asseoir dans le sol. Ici, les tables peuvent devenir différents types d'activités. Et on voit aussi comme par rapport au confort saisonnier, certains modules sont connectés et peuvent être utilisés. La structure peut être utilisée avec le canapé pour réduire en fait l'effet des îlots de chaleur. On voit un aspect ludique. Et aussi, on voit aussi comme la flexibilité de la structure permet de créer des actions spontanées des citoyennes. Ici, on voit un artiste local qui est invité dans une journée, mais on pourrait aussi penser comme cette module, en fait, donne une sorte d'utilisation très spontanée et très facile à l'utilisation avec une surface plastique et qui peut être spontanément utilisée pour les citoyennes. On voit ainsi comme cette dimension artistique se peut déployer dans les temps et dans l'espace et peut supporter un développement d'une trame narrative unificatrice à l'artère. Enfin, ce projet aussi est intéressant pour un aspect plutôt de recherche qui a développé par rapport à une collecte de données sur l'expérience usagée en utilisant une hashtag qui, dans la suite, a été utilisé pour tracer les commentaires, les photos et la perception des usagers dans les projets.
Dans cette troisième partie de la présentation, je voudrais un peu vous montrer des exemples qui peuvent intervenir sur les enjeux urbains mentionnés au début de la présentation et qui peuvent donner de la qualité du design, de l'aménagement temporel. On commence avec l'enjeu de flexibilité, modularité et durabilité et on voit ici des exemples qui prennent comme concept l'immobilier évolutif. Un peu des photos un peu anecdotiques sur l'utilisation de l'espace public et surtout sur l'utilisation du mobilier urbain existant. Comment en fait on pourrait repenser l'immobilier existant pour donner des suggestions pour sa réutilisation. Et ces deux projets, ces deux exemples, en fait, proposent une façon d'utiliser les mobiliers existants, donc on voit une base et un lumière, qui sont modifiés temporairement et sont ajoutés des fonctions, des sièges, des espaces pour la poubelle. Mais vous voyez aussi comme cette mobilier urbain peut devenir, surtout dans la photo en bas gauche, vous voyez comme cette intervention est une intervention ponctuelle avec des actions de qualité, donc pas de densification, surtout l'artère, qui peut donner les risques en fait d'asphyxie de la rue. Ici, on voit en fait très bien comme une action très ponctuelle et calibrée dans l'espace. Dans cet autre exemple, on voit un mobilier urbain qui reflète au montage et démontage efficace d'une structure en bois. En fait, aussi qu'on peut être modifié ajoutant des activités. Et c'est aussi important à souligner généralement sur les projets qui sont en train de penser à des dispositifs temporels. On pourrait réfléchir comme la variété conceptuelle et les différents emplacements peuvent être appréciés par plusieurs profils des usagers. Et nous allons favoriser dans cette conception l'utilisation d'un différents types d'usagers et favoriser leur inclusion et une meilleure mixité sociale. Une deuxième étude pour des solutions pour la réduction des niveaux de chaleur, donc surtout pour comprendre comment on peut améliorer les projets liés aux enjeux de confort saisonnier. Et je vous montre deux types de solutions que j'ai trouvées assez intéressantes. Donc, c'est la première, c'est des solutions aériennes qui peuvent en fait améliorer deux enjeux à la même temps. Donc, on peut donner des filtres pour les rayons de soleil, donc pour réduire l'îlot de chaleur, mais ils peuvent en même temps donner une cohérence visuelle et une trame unificatrice à l'artère. Ici, on est dans un projet en Chine et ce projet illustre comment les solutions aériennes peuvent être conçues à la fois comme des espaces cohérents avec une solution constructive pour diminuer l'effet de chaleur. Structurellement, comme vous voyez dans les diagrammes et dans l'axonométrie, les pavillons ont une structure métallique et les concepts du canapé, je pense, assez intéressant parce qu'il utilise un jeu traditionnel chinois qui s'appelle Jianzi, elle est utilisée comme couverture, comme canapé. Donc ici, vous voyez la vue d'ensemble du projet avec la structure rosée qui reprend les couleurs du jeu. Et on voit comme à gauche, on voit comme les ginza créent ces motifs très colorés qui peuvent aussi flotter avec les vents. Ici, on voit des photos de construction. Et aussi, il est intéressant, comme dans les projets, les pavillons est traité différemment par rapport au contexte. Donc ici, il y a deux photos dans laquelle la première image, on voit comme les bâtiments, les pavillons est plus
ouvert du côté du bâtiment, donc l'espace public s'enlarge et prend aussi espace qui est en front du bâtiment historique. Et de l'autre photo, on voit comme les pavillons est par contre plus fermé pour donner un sens de protection, surtout du côté de la rue. Et c'est intéressant ce projet, en fait, comme le canopé, c'était aussi au début pensé aussi pour, en fait, donner des espaces multimédials. Le deuxième type de solution par rapport à les conforts thermiques sont aussi l'utilisation du dispositif climatique qui sont, dans ce cas ici, un projet qui utilise un système ingénieux, mais en même temps très économique. Donc, vous voyez par exemple dans la coupe de projet, comme le fonctionnement du système, prendre un mobilier mouvable, pas fixe, et qu'il est placé dans la direction du ventilateur. Et par la suite, on a un système de brumisation d'eau qui est affiché en clôture existante. Donc, vraiment, le projet, il est flexible, il est très économique et temporel. Et cette caractéristique permet d'être facilement étendu ou réduit dans l'espace public et peut être facilement déployé dans une grande variété d'environnements urbains afin de répondre rapidement aux besoins locaux immédiats de la population. Dans cette étude de cas ici, on est à New York et en fait, c'est très intéressant comme cet aménagement temporel donne des espaces de refroidissement qui sont d'une importance cruciale, surtout dans les vagues de chaleur estivale. Et surtout, ils sont pensés pour des personnes à faible revenu et des personnes âgées, dans le sens aussi que le projet il est développé vraiment à côté, à proximité d'une résidence pour les personnes âgées. Donc, comment ils deviennent un espace public vital pour la population. Ici, on voit une vue d'ensemble de cette sorte de microclimat. Et on voit ici comme le mobilier urbain qui n'est pas fixe, donc les gens sont libres d'organiser librement dans l'espace public, profite de la ventilation optimale et peut aussi un peu arranger et s'approprier de l'espace public de façon très flexible. On rentre dans les derniers points de la présentation et les derniers enjeux que je voudrais vous un peu présenter, dans lesquels je voudrais aller un peu plus loin sur les enjeux de délimitation et cohabitation des modes de transport. Je vais mettre ici une sorte d'inventoire, un peu de catalogue de certaines barrières urbaines, certains traits déjà utilisés. Mais je pense que c'est aussi très important de un peu comprendre quels sont les types de critères de sélection des barrières. Et je vous mentionne tout de suite, je pense que l'aspect de sécurité, c'est les premiers critères à considérer pour réfléchir en sécurité qui est pour tous les usagers de la rue. Donc, pour les piétons, cyclistes, patineurs, une amélioration de la sécurité et confort par les personnes de tous les âges et capacités. Les barrières aussi doivent aider à ralentir les véhicules à moteur et aussi doivent être pensées pour être réflectives, donc pour aider à délimiter clairement la délimitation entre la comobilité. Aussi, des considérations sur la conception de la barrière, donc la dimension qui doit répondre aux exigences du projet, qui peut être, comme vous voyez, des exemples comme le Jersey Barrier sont plutôt des barrières ponctuelles, ou on a aussi des barrières linéaires comme le Straw Water. Il y a aussi des enjeux esthétiques, donc il faut tenir compte du contexte local et aussi des dommages potentiels sur la durée du projet. Dans la suite, on pourrait aussi réfléchir sur la disponibilité, les coûts et surtout la maintenance et la durabilité de cette barrière.
Je voudrais seulement vous montrer un type de barrière qui n'est pas beaucoup utilisé pour le moment, mais qui pourrait avoir un grand potentiel dans les espaces urbains. Donc, c'est le straw wattle et une barrière qui pourrait avoir aussi une facilité d'approvisionnement, car il pourrait être prêté ou acheté dans le secteur de l'aménagement paysager. Ils sont une sorte de cylindres de paille comprimés qui sont recouverts de jute ou de nylon ou d'autres matériaux photodégradables éco-responsables. Ici, on le voit dans la situation pour laquelle il était pensé, mais en fait, on pourrait repenser comme cette utilisation peut prendre place dans un contexte urbain. Donc, on voit comme devient une sorte de barrière plus organique et aussi manipulable et éco-responsable pour délimiter des zones piétonnes ou des espaces végétaux. Et si on pense qu'on pourrait associer ce type de barrière à une barrière plus réflexive, un peu plus dure, on pourrait aussi délimiter la cohabitation entre des modes de transport différents. Dans ce cas ici, on voit comme des barrières de la rue, donc une barrière de blocs du béton et de plastique qui sont fréquemment utilisés en bordure des routes, qui peuvent être réutilisés et comme peuvent être réutilisés pour la délimitation des pistes cyclables. Et c'est intéressant ici comme la communication de cette délimitation passe pour une communication horizontale dans le sol, mais aussi une communication verticale sur les blocs du béton. Et c'est aussi mentionné comme la distance en part égale de cet mobilier peut réduire les chaos visuels ainsi que la perception du manque de contrôle de l'aménagement. Et je termine avec ces deux petites pistes de réflexion qui peuvent être, bien sûr, il y a plein d'exemples, mais en fait, comment on pourrait repenser les barrières de sécurité et de façon un peu personnalisée et en fait, comment on pourrait réutiliser les barrières avec différents types de fonctions. Merci.